Et contrairement aux déportés qui partaient dans des wagons à bestiaux, nous sommes partis dans un train de voyageurs, avec un petit collier avec des biscuits, du pain. Bon, nous étions peu nombreux dans ce convoi. La preuve, dans notre compartiment, nous étions 3, ma sœur, moi et une femme. Et voilà. Moi, je passais ma vie à pleurer depuis ma séparation de notre mère. Mais je ne savais pas que le pire n'était pas encore arrivé, qu'il allait seulement arriver à ce moment-là. Nous sommes donc partis pour l'Allemagne en juillet 1944. Le voyage a duré plusieurs jours et nous sommes arrivés un matin à quelques kilomètres du camp où nous allions passer pratiquement une année. Ce camp, nous sommes descendus du train et là, évidemment, les Allemands, les chiens, les capots, tout était là. Nous étions, disons, assez effrayés. Beaucoup d'enfants étaient avec, la plupart des enfants étaient avec leur mère. Alors, tout ce qu'on voit, c'était des mères et des enfants de prisonniers de guerre. Et donc nous sommes arrivés au camp et bien sûr on nous faisait avancer très vite et quand le camp s'est ouvert, c'est assez effrayant. Des barbelés, des miradors, et nous avons vu une population misérable, des gens maigres, des gens qui nous avions un petit colis, et il nous restait quelques biscuits, un bout de pain, des gens qui nous tendaient la main pour nous demander de la nourriture, et ma sœur, bon, c'était habituel, elle tendait, elle donnait un bout de pain là, un biscuit là. Et à ce moment-là, une jeune femme est venue vers nous, elle nous a dit gardez votre nourriture, vous allez en avoir besoin. Ne donnez pas cette nourriture, gardez-la. Et puis, bon, elle a disparu momentanément de la circulation et ma sœur ne comprenait pas très bien, moi non plus d'ailleurs. Et on nous a installés dans une baraque. Au départ, nous étions dans une baraque avec des Hongrois. Ensuite, nous nous sommes retrouvés dans ce qu'on appelait le camp de l'Étoile. C'est-à-dire que dans cette partie du camp, il n'y avait que des juifs qui étaient en civil, qui portaient l'étoile. Et ça, je l'ai su, disons, je l'ai su après. C'était des juifs qui étaient destinés à l'échange. Nous étions des otages destinés à être échangés contre des soldats allemands, du matériel, du ravitaillement. Mais bon, il y a eu très peu d'échanges. D'otages, je crois qu'il y a eu à peu près 200-220 juifs qui ont été libérés contre des Allemands. C'est à peu près tout. Peut-être d'autres, mais je l'ignore. Donc nous nous sommes retrouvés dans une baraque où il n'y avait que des Françaises, des mères françaises avec leurs enfants, et des enfants sans mère. Nous étions dans cette baraque environ, je pense, une douzaine d'enfants seuls. Mais bon, la solidarité a joué. Des femmes qui n'avaient pas d'enfants avaient pris en charge les enfants qui étaient seuls. Une jeune femme, cette jeune femme qui nous avait demandé de garder notre nourriture, s'est occupée de nous. Disons qu'elle travaillait toute la journée. Le soir, elle restait avec nous. Elle avait un œil sur nous, disons. Mais la vie n'était pas facile. Ce camp, initialement, avait été prévu pour les opposants au régime nazi. Donc il y a eu des Allemands qui ont été prisonniers dans ce camp. Après, il y a eu les prisonniers de guerre russes. Mais là, les Allemands n'ont pas respecté la Convention de Genève. Il y a eu 20 000 prisonniers russes, et sur ces 20 000, 18 000 sont morts en
une année et demie de froid, de faim, de maltraitance. Et il y a eu, c'était de toutes les populations, il y avait des Grecs, il y avait des Hongrois, il y avait des Tripolitains même, des Belges, des Hollandais. Dans le camp de l'Étoile, la majorité de la population était hollandaise. Il y avait énormément de Hollandais. Donc, et la vie n'était pas facile. Il y avait la faim, il y avait le froid, il y avait la crasse. Nous avions peu de moyens. Il y avait les poux, les rats, les rations alimentaires qui ont diminué journellement. C'était, disons, très très difficile. Au début, quand nous sommes arrivés au camp, c'était donc en juillet 1944, nous avions chaque jour 5 cm de pain qui était calculé par... il y avait une chef de baraque, elle avait un centimètre, elle mesurait le pain. C'était difficile parce que le bout du pain était moins épais, ça partait un peu comme ça. Donc il ne fallait pas avoir le crouton, disons. Il fallait mieux avoir un morceau du milieu. Il y avait le matin une espèce d'eau chaude colorée. À midi, une gabelle de légumes. On ne savait pas trop ce qu'il y avait dedans. Il y avait des rutabagas, des navets, enfin... qui n'étaient pas plus ou moins épluchés, ça sentait la terre. Le soir, éventuellement au début, il y avait aussi une gamelle. Les 2 premiers jours, ma sœur et moi, nous ne pouvions pas manger. Et cette jeune femme voulait nous forcer à manger. On nous disait mangez, mangez. Et une des déportées lui a dit mais laisse-les, tu sais. Dans 2 jours, elles vont manger ce qu'elles ont dans leur gamelle. Effectivement, on a mangé. On a mangé, on avait de plus en plus faim parce que les rations diminuaient. À partir de 1945, quand les armées alliées russes et américaines ont commencé à envahir l'Allemagne, les Allemands libéraient les camps des prisonniers pour les envoyer sur Bergen-Belsen. Donc il y a eu des gens qui sont arrivés, des déportés qui arrivaient par convoi entier, et d'autres qui arrivaient à pied. Ce qu'on a appelé aussi les marches de la mort des déportés qui arrivaient à pied à Bergen-Belsen. Des marches qui ont duré des semaines, des déportés qui mouraient par milliers sur les routes, dans les wagons. Je crois qu'il y a eu 8000 femmes qui sont arrivées d'Auschwitz. Écoutez, j'ai pris un petit papier parce que je n'ai pas la mémoire des chiffres et je ne voudrais pas vous induire en erreur. « 8000 femmes sont arrivées au cours de l'année en 1944, fin 1944. Et tous ces déportés des autres camps, que ce soit d'Auschwitz, d'autres camps, convergeaient tous vers Bergen-Belsen. Donc ce camp où il y avait pas mal de détenus, c'était devenu un camp où les gens ne pouvaient plus survivre. Au départ, dans chaque baraque, c'était des bas-flancs à 3 étages. Nous dormions à 2, ensuite à 3, par petits bas-flancs. Ensuite, les gens dormaient à même le sol, entassés. D'une population en décembre 1944, il y avait à peu près 22 000 déportés à Bergen-Belsen. En avril 1945, il y avait 60 000 déportés. Donc, tous arrivaient des camps différents. Il n'y avait plus pratiquement d'alimentation. Nous n'étions plus nourris régulièrement. Ça pouvait être une fois par jour ou tous les 2 ou 3 jours. Et je vais peut-être vous énumérer les décès qu'il y a eu à Bergen.
En février 1945, il y a eu 7000 morts. En mars, 18 000, même un peu plus. Fin avril, il y a eu 9000 morts. Le camp a été libéré vers le 15 avril par les Russes. Et après cette libération, il y a eu encore 4000 morts. Tous des morts de faim, de maltraitance, de maladie. Le typhus s'était installé dans le camp. La plupart mouraient du typhus. Quand nous étions encore dans ce camp, ma sœur et moi, au début, les premiers morts nous ont, disons, vraiment surpris. On les ramassait. Il y avait des déportés qui passaient devant les baraques pour ramasser les corps et on les emmenait. À la fin, ce n'était plus sur des charrettes qu'on les amenait. C'était des tombereaux tirés par des hommes et ces charrettes étaient débordées de cadavres. La première fois que j'ai vu une charrette, je ne comprenais pas, je voyais les corps qui bougeaient, je disais à ma sœur, mais il y a encore des vivants avec eux, il y a encore des vivants, je ne comprenais pas que c'était les secousses des charrettes qui faisaient bouger les corps. À la fin, les cadavres n'étaient même plus ramassés. Ce qui était effrayant, c'est que nous, les enfants, nous étions indifférents. On passait à côté des corps, on sillonnait. Ça ne nous gênait même plus. Nous avons quitté ce camp. Le camp a été libéré le 15 avril par les Russes. Et je me souviens que ma sœur m'a dit « Demain, c'est ton anniversaire, tu vas avoir 10 ans. » Et le lendemain, les Allemands nous emmenaient ailleurs. Les otages étaient emmenés dans une autre direction. Alors, la rampe du train se trouvait à 4-5 km du camp de Bergen-Belsen. Certains déportés ont été emmenés en wagon. Disons que les wagons ont été emmenés en camion. Il n'y avait pas des camions pour tous les déportés. Les autres ont fait la route à pied. Moi, 4-5 km, c'est pas énorme. Aujourd'hui, je vous ferai ces 4-5 km en même pas une heure. Cela nous a pris des heures. Alors, on avait pris quelques rutabagas crus en se disant on ne mourra pas de faim. Et au fur et à mesure, ma sœur me disait tu en lâches un, tu en lâches deux, tu en lâches trois. Et je me suis retrouvée les mains vides parce que je ne pouvais plus porter ces rutabagas. Et ces 5 kilomètres m'ont paru une éternité. Quand nous sommes arrivés à la rampe, c'était là les wagons à bestiaux qui étaient difficiles d'accès pour une petite fille parce que les wagons étaient très très hauts. Et là, on nous a entassés dans des wagons. Il y a eu 3 convois de déportés d'otages. Il y a eu à peu près 8000 personnes qui ont été emmenées dans ces wagons. Alors, on prétendait qu'on nous emmenait à Theresienstadt, c'était encore un autre camp. Le premier wagon, ça bien sûr, je l'ai su après la guerre, le premier wagon est arrivé à Theresienstadt. Le deuxième convoi a été libéré par les Américains. Et le troisième convoi où nous étions, ma sœur et moi, nous avons été libérés par les Russes. Mais avant, ce train, que nous appelions le train fantôme, a sillonné les voies ferrées pendant 15 jours. 15 jours sans alimentation, sans eau pratiquement. Ce train a été bombardé plusieurs fois parce que les Alliés pensaient que c'était des trains d'Allemands ou de munitions ou de matériel de guerre. Les SS avaient fini par mettre des drapeaux blancs sur les toits. En fait, il y avait des wagons fermés, des plateformes où il y avait également des déportés. Donc certains ont été tués par ces bombardements. Beaucoup sont morts. Au départ, on jetait les cadavres hors des wagons. À la fin, on n'avait plus la force, on les entassait dans un coin du wagon, ce qui nous permettait, nous, d'avoir plus de place pour respirer et vivre.
De temps en temps, les wagons étaient ouverts. On nous laissait sortir. Moi, je me souviens qu'au cours d'un bombardement, nous sommes jetés hors du wagon. On ne pensait même pas à se protéger des bombes. La seule chose qui nous intéressait, c'était de manger de l'herbe. Et automatiquement, après, nous remontions dans les wagons. Bien sûr, on nous a dit après, pourquoi vous ne vous êtes pas sauvés? Nous étions en Allemagne. Même les mères ne pensaient pas se sauver, elles remontaient dans les wagons avec les enfants pour aller où? Nous étions en Allemagne. Nous étions démunis, nous étions faibles. Seule solution pour nous, c'était de remonter dans les wagons. Et donc, nous avons fait des allers-retours selon les bombardements. Je me souviens, nous sommes passés pas loin de Berlin. Berlin qui commençait à être en ruine. Bien sûr, c'était évident pour nous, on était très heureux de voir Berlin en ruine. Et une nuit, le train est resté s'enrouler et on a entendu des chevaux. Et une jeune femme qui commençait à délirer, elle dit « Ah, mais ce sont les Russes, ce sont les Russes !» Effectivement, quand on a ouvert les portes du wagon, on a vu arriver des Cosaques sur leurs chevaux, dans des costumes assez étranges. C'étaient les troupes de choc. Ils n'ont pas très bien compris ce qu'ils voyaient. Et une femme qui parlait le russe leur a expliqué. Donc on a commencé à descendre des wagons. On n'était pas loin d'une ville qui s'appelle Trobitz. Ils nous ont dit de partir à pied dans cette ville, de nous installer dans les maisons. Le typhus aussi régnait dans ce convoi. Dans notre convoi, je pense que nous étions pas loin de 2000. Seulement la moitié a survécu. La moitié sont arrivés et beaucoup sont morts malgré tout. À Trobitz, il y a un cimetière juif où sont enterrés tous ceux qui sont morts après avoir été libérés par les Russes. Donc là, la vie n'était pas facile. Les Russes nous ont demandé de nous installer dans les maisons. Bon, ma sœur a trouvé une maison, nous nous sommes installés toutes les deux. Ils nous ont distribué du pain, quelques boîtes de conserve. Eux-mêmes n'avaient pas beaucoup de nourriture. Ils nous ont dit de piller les maisons. Bon, nous nous sommes installés. On a trouvé quelques boîtes de conserve qu'on a prises. Beaucoup d'Allemands avaient fui Trobitz, donc beaucoup de maisons étaient libres. Cela a été un peu le désordre. Et ensuite sont arrivées les armées régulières qui ont commencé à installer dans des casernes allemandes un hôpital, une quarantaine. Nous n'avions pas le droit de quitter Trobitz. La quarantaine a duré peut-être plus longtemps. Personne ne savait que ce convoi existait, puisque les Russes, il y avait déjà eu un partage, nous étions en zone russe, les Américains, nous étions à Trobitz, et je pense que de l'autre côté de l'Elbe, il y avait Togo qui était déjà occupé par les Américains. Et finalement, ce sont des militaires français qui nous ont retrouvés, qui ont retrouvé ce fameux train fantôme. Et là, il y a eu des accords entre les Russes et les Américains. Il fallait que nous passions de la zone. Nous devions passer de la zone russe, zone américaine, pour atterrir en zone française. Les Russes ne voulaient pas nous libérer puisque nous étions en quarantaine. Il y a eu des tractations. Ceux qui avaient eu le typhus pouvaient partir, pouvaient rentrer, passer en zone américaine. Et il y a eu plusieurs convois. Là, nous sommes partis dans des camions, mais il fallait trouver une solution pour monter dans ces camions. La quarantaine était valable pour tout le monde.
Et ma sœur voulait absolument que nous partions, et elle disait oui, oui, on a eu le typhus, oui, on a eu le typhus, et un russe lui avait dit si vous voulez partir, des cigarettes. Ma sœur, qui était extrêmement débrouillarde, a trouvé des cigarettes, comment je l'ignore, et on a eu le papier pour pouvoir partir. Alors il lui disait donne-moi les cigarettes, et elle lui a dit donne-moi d'abord le papier. Et il y a eu un échange et nous avons pu partir. Donc nous sommes partis dans des camions américains. Nous sommes passés du côté américain. Et là, nous sommes restés un petit moment. Nous étions mal en point. Nous sommes retrouvés dans des casernes qui étaient à moitié démolies. Les Américains, ensuite, nous sommes passés en zone française. Là aussi, nous sommes restés un moment. Cela va vous paraître drôle. Il y avait le théâtre aux armées. Théâtre aux armées, je me souviens d'un militaire qui me portait sur ses épaules pour m'emmener assister au spectacle. Et le spectacle, il y avait bien sûr tous les chants, la Madelon, l'Alsace et la Lorraine, il y avait des opérettes. Et ensuite, les avis divergent. Moi, j'ai l'impression que nous sommes rentrés en train en France. D'autres prétendent que nous sommes arrivés en camion jusqu'à Strasbourg. Je vous avoue que moi, j'étais déjà assez mal en point. Pour moi, c'était en train. À Strasbourg, il y a eu un arrêt. Ce sont des médecins militaires qui se sont occupés de nous. Ils nous ont flitoxés au maximum. J'avais peur de la vermine, ce qui était sûr. Nous étions couverts certainement de poux. Ils étaient étonnés de trouver des enfants seuls. Un médecin fait un courrier à ma sœur, lui disant que ce courrier disait que si nous ne retrouvions pas notre famille, nous pouvions passer au commissariat de police. Il n'en était pas question, c'est là que nous étions retrouvés au moment de l'arrestation, ou une lettre pour l'orphelinat. Normalement, nous aurions dû atterrir à Paris, comme tous les déportés. Et le train s'est arrêté à Nancy, pourquoi on ne sait pas. Et quand ma sœur a vu Nancy, là, les portes des wagons étaient ouvertes. C'était des wagons à bestiaux, nous étions sur de la paille, nous avions de l'espace là. Elle a dit on descend. Et elle a vu un porteur. À l'époque, il y avait des porteurs avec des diables pour aider les voyageurs à transporter leurs bagages. Elle l'a interpellé. Elle lui a dit on descend là. Et bon, je n'arrivais plus à descendre. Elle lui a demandé de me porter. Et à ce moment-là, elle lui a dit ma sœur ne peut plus marcher. Est-ce que vous pouvez la mettre sur votre chariot? On avait un petit colis que nous avaient confié les Américains avec de la nourriture, du lait concentré qu'on n'utilisait pas. Et là, elle lui a dit « Est-ce que je peux vous laisser ma sœur ?» Elle m'a abandonnée à la consigne. Comme un bagage. Moi, je n'étais pas très rassurée et elle m'a dit « T'inquiète pas, je viens te rechercher ». Et ma sœur a sillonné tout Nancy à la recherche de notre famille, de voisins, de commerçants que nous connaissions bien. Et dernière maison où elle est allée, c'est où habitait une des sœurs de ma mère, une tante. Et là, des voisins l'ont vue, ont-ils compris quoi? Elle était pieds nus, elle était habillée avec des vêtements crasseux, déchirés, pas très propres. Et ils ont dit, mais ces personnes étaient à la fenêtre. Vous ne seriez pas une petite villa? Ne bougez pas, je descends. Et là, nous avons appris que notre père était rentré de captivité, que cette famille était rentrée de la zone libre où ils avaient pu se cacher. Et elle lui a dit, mais vous savez, je ne suis pas toute seule, j'ai ma petite sœur qui est à la gare, elle ne peut plus marcher. Ce monsieur a pris un vélo, il y a attaché une remorque, et voilà, je suis rentrée dans ma famille par ce système. J'étais
installé dans la remorque du vélo et ils m'ont ramené donc, chez cette tante. Bien sûr, c'était la libération. Nous étions heureuses d'être rentrées. Mais il ne faut pas croire que la vie a été très facile après. Il y a eu le retour. Moi, j'étais malade, ma sœur également. Je ne pouvais plus marcher, j'ai été très faible un certain temps. Et mon père n'avait plus de domicile, nous n'avions plus d'appartement, l'appartement était occupé. Il n'avait plus d'outil de travail, il travaillait, il était tailleur à domicile. Nous n'avions plus rien, plus rien. La vie, même pour les autres, n'était pas facile. Après la guerre, il y avait encore des tickets d'alimentation. C'était pas facile. Il y avait des coupures de courant. Donc il y avait des heures où le chauffage, c'était pas facile de se chauffer, même après la guerre. C'était pas la joie continuelle. Si vous voulez, la libération, ça a duré. Ça a duré. Le bonheur, ça dure en plusieurs étapes. Mais ça n'a pas été un bonheur qui a explosé. Je crois qu'on était un peu indifférents malgré tout. Indifférents parce que nous étions rentrés, mais d'autres avaient perdu toute leur famille. Et on ne pouvait pas parler. C'était difficile de parler. Nous étions des enfants et les adultes disaient « Oh, ce sont des enfants, elles vont oublier. Elles vont oublier, elles n'y penseront plus. » C'est pas possible. C'est pas possible d'oublier. Mais malgré tout, on voulait vivre. On voulait vivre. C'était pas évident. Nous avions, mon père dormait chez des amis, nous dormions chez cette tante. Avant de retrouver cet appartement, il a fallu entamer un procès pour que les locataires partent. Et ce qui a été très curieux, mon père a eu le droit de réintégrer cet appartement seulement lorsqu'il a honoré les factures de gaz et d'électricité qui n'étaient pas payées. Donc ça fait partie, c'est une anecdote. Et après, il a fallu réapprendre à vivre. Nous n'étions plus vraiment des enfants. Nous étions des enfants, mais nous n'étions plus vraiment des enfants. Et nous avons appris à nous taire. À nous taire. Certains avaient besoin de parler, les adultes, mais je crois que la plupart des enfants se sont tus. Pour nous, c'était une protection. Comment dire ? Peut-être que le passé, on ne voulait pas que ce soit un présent, que ce soit toujours un présent, un éternel présent. Ce passé, on l'a gardé en nous. Ça a été comme ça. Et il a fallu retourner à l'école. À 9 ans, je savais à peine lire, à peine compter, à peine écrire. Ma sœur avait 13 ans. Le certificat d'études, c'était à 14 ans. Et ma sœur, qui était toujours extrêmement débrouillarde, me dit, à cet âge-là, à l'école, tu arrives, tu dis que tu es telle classe. Mais tu dis que tu es dans telle classe. Et bien sûr, j'ai dit, je suis dans telle classe. Et l'institutrice s'est très vite rendue compte que je comptais sur mes doigts sous la table, que je ânonnais pour lire. Et je crois qu'on a eu beaucoup de chance. Nous sommes tombés sur des enseignantes exceptionnelles. Pendant une année, cette enseignante m'a gardée à toutes les récréations. Et en une année, j'avais récupéré mon retard. Et ma sœur, pareil. Donc, on a eu cette chance de pouvoir avoir un cycle scolaire à peu près normal. Et voilà, on a revécu. Disons que j'ai une double chance. Premièrement, la première chance, c'est d'avoir un père prisonnier de guerre qui nous a permis
non pas d'aller à Auschwitz comme notre mère, mais de nous retrouver dans un camp où on mourrait, disons, de mort naturelle, de faim, de froid, de maltraitance, de misère physique, de misère morale. Et la deuxième chance, c'est d'avoir une sœur qui s'est sentie toujours très responsable, qui prenait toutes les décisions pour moi. Elle prenait, comme nous sommes arrivés, nous étions en vêtements d'été, avec notre belle étoile là sur la poitrine. Et l'hiver est arrivé, un hiver très très rigoureux. Et il fallait s'habiller. Dans la baraque des Grecs lui avaient donné des chaussures. Et il fallait choisir entre avoir chaud ou avoir faim. Il y avait une solidarité, mais elle avait tout de même des limites. Donc elle a pris la décision de sacrifier une couverture et des rations de pain pour qu'une autre déportée puisse nous faire des semblants de pantalons et de vestes pour que nous n'ayons pas froid. Voilà. Bon. Et puis après, la vie a repris. La vie, c'est toujours... je crois que c'est plus fort que le désespoir, la vie. Voilà.